Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur apporte dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es une femme brisée, complètement abattue, on t'a souvent dit que tu peux rien faire de bon, tu en es convaincu, ta vie aussi entre désespoir, dépression, tristesse, amertume, regret, jalousie, frustration, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à faire des bêtises, j'ai commencé à prendre de mauvaises décisions. Et qui dit mauvaise décision dit conséquences. Ça a duré environ 13 ans. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans des conditions pareilles. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement aussi tumultueux. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio. Je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre ces objectifs. Bien évidemment, j'ai associé la prière à tout cela. Alors, si tu veux changer ta vie, je ne te dis pas que ça sera facile, je ne te dis pas qu'il suffit de faire ça pour que les choses changent, mais c'est tout à fait possible. Si j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Il suffira juste que tu prennes conscience que quelque chose ne va pas, que tu te fixes des objectifs et surtout que tu t'imposes une discipline et tu verras les changements qui vont survenir dans ta vie. Aujourd'hui, je vais parler des mauvais calculs ou encore des calculs quand on se marie. Il y a une dame qui m'a contacté elle a vu mon numéro sur Facebook et donc elle m'a contacté pour me raconter son histoire pour que je puisse lui apporter éventuellement des solutions juridiques parce qu'elle sait déjà que sur le plan psychologique, moral, je pourrais forcément l'accompagner. Elle a vu mes vidéos, mes publications. Alors l'histoire c'est que c'est une dame qui avoisine 50 ans. Et elle a deux enfants issus d'un premier mariage. Elle a rencontré un monsieur avec qui ils ont eu une relation d'environ 6 mois. Et après les 6 mois, ils ont décidé d'aménager ensemble. Et ils ont vécu maritalement pendant environ 1 an et demi. Le monsieur aussi était divorcé. Il a eu 3 enfants de son premier mariage. La dame, elle avait la garde exclusive de ses enfants parce que voilà, elle a divorcé parce que son mari était très violent. Il était violent et sur elle et sur les enfants. Contrairement au monsieur qui lui, il avait toujours, il a la garde de ses enfants, donc c'était une garde alternée entre lui et la maman des enfants. Alors, ce qui se passe, c'est que la dame a toujours eu un projet d'avoir sa maison, un projet immobilier. Donc, elle a commencé à mettre l'argent de côté. Elle n'a pas pu réaliser ce projet avec son premier mari. Donc, quand elle a rencontré celui qui est devenu son mari, elle lui en a parlé. Le monsieur était favorable pour qu'ils puissent réaliser ce projet ensemble. Donc, elle a commencé à épargner. Elle a continué à épargner de l'argent parce qu'elle en épargnait déjà. Et quand ils ont aménagé ensemble, le monsieur lui a dit, OK, moi, je vais m'occuper de tout, loyer, les factures. Toi, tu vas t'occuper de l'alimentation, donc ration. Et donc, c'est ce qu'elle faisait. Et ça lui permettait de continuer à épargner de l'argent. Le monsieur était aussi censé épargner de l'argent de son côté. Mais quand ils se sont mariés, parce qu'ils se sont mariés. Et au bout d'1 an, ils ont pu concrétiser le projet. Donc, on va dire que la dame a eu, après qu'elle a rencontré le monsieur, on va dire qu'elle a eu 6 mois, 1 an et demi, 1 an. Disons qu'elle a eu disons qu'elle a eu 3 ans pour épargner. Et donc, ils ont pu acheter la maison, sauf que pour l'apport personnel, pour les autres frais et même pour les frais de notaire, c'est elle qui a tout financé.
Parce que quand il fallait que chacun mette son épargne sur la table, le monsieur lui a dit, ouais, tu sais, c'est moi qui prenais en charge, je te prenais en charge tes enfants depuis tout ce temps, donc je n'ai pas pu épargner. C'est vrai que l'argument du monsieur était plausible, sauf que ça l'a énervé puisque ce n'est pas ce qu'ils se sont dit dès le départ, mais bon, ils ont pu acheter la maison. Et elle me dit que le monsieur a commencé à changer au bout de 2 ans de mariage. Mais ça ne la dérangeait pas tant que ça, puisqu'elle pouvait payer, elle pouvait rembourser les frais bancaires pour l'achat de la maison. Elle pouvait rembourser toute seule. Donc, très souvent, le monsieur trouvait des prétextes pour dire que oui, je ne peux pas rembourser, j'ai des problèmes d'argent. Et puis, le monsieur avait des problèmes de santé. Donc, très souvent, il lui disait, ouais, je suis allé faire des examens, j'ai acheté des médicaments. Et la santé du monsieur s'est dégradée au fil du temps. Donc, elle me dit qu'elle ne voulait pas se retrouver dans une histoire où elle allait toujours être en confrontation avec le monsieur. Donc, quand il ne pouvait pas, elle s'en occupait. Et ça arrivait très souvent. Et je pense que ça leur a créé des tensions parce que pour le moment, je n'ai pas encore... C'était vraiment le premier coup de fil. Hein, et comme je vous ai dit, je vais souvent partager ces histoires avec vous. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas encore assez de détails. Donc, le problème qui se pose, c'est que malheureusement, le monsieur est décédé. Et ils avaient une grande différence d'âge parce qu'en tout temps, le monsieur a pris sa retraite et ils avaient une grande différence d'âge. Et elle découvre que le monsieur avait souscrit à plusieurs polices d'assurance. Il a souscrit une police d'assurance pour chacun de ses enfants. Et chacun devra recevoir 150 000 euros à sa majorité, donc à ses 18 ans. Il a souscrit à une police d'assurance pour leur maman, en faveur de leur maman. Enfin, c'est toujours pour les enfants, mais c'est la maman, la bénéficiaire. Et il dit que c'est pour élever ses enfants en attendant qu'ils aient 18 ans. Alors, l'aîné a 15 ans, le deuxième a 13 ans et le petit dernier a 12 ans. Elle a découvert aussi que la maison dans laquelle la dame habite avec ses enfants, le monsieur avait emprunté de l'argent pour l'aider à acheter cette maison-là. Et le monsieur a fait un petit truc... je sais pas, hein, c'est vraiment mon analyse, moi je suis pas juriste, mais je me dis que peut-être le monsieur l'a fait parce que, étant donné qu'il était marié avec elle sous le régime des biens communs, il s'est dit que, ok, quand elle va découvrir ça, que son mari a emprunté de l'argent alors qu'ils étaient mariés sous le régime des biens communs, elle va peut-être vouloir revendiquer une part sur cette maison-là. Donc ce que le monsieur a fait, c'est qu'il a dit qu'il a fait une donation pour que, voilà, il a fait une donation pour que, même pour sa part, que la dame ne puisse pas demander quoi que ce soit, ou même que éventuellement, si jamais, parce que quand un parent décède, les enfants et les héritiers, du moins, surtout les enfants, ils doivent payer une taxe, une sorte de taxe ou de TVA à l'État. Et l'État vous donne un délai pour pouvoir payer ces taxes-là, pour pouvoir vous en acquitter. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, bah, vous vendez la maison. Et si vous ne pouvez pas vendre la maison, vous-même, l'État saisit la maison. Et elle la vend, généralement, elle la vend aux enchères parce que voilà, l'État l'État veut récupérer ses sous. Donc, je pense que le monsieur a aussi fait ça pour que les enfants ne puissent pas payer les taxes là-dessus parce qu'il a donné la plus grosse part sur l'achat de la maison. Et tout ça fait que ça l'énerve parce que il a fait autre chose. Il a aussi souscrit à une police d'assurance. Il est allé voir une maison funéraire et généralement ces maisons-là travaillent avec des assurances. Donc il est allé souscrire à une police là-bas aussi pour que quand il va décéder, qu'on puisse qu'on n'embête pas enfin pas qu'on n'embête pas, mais que son entourage, ses proches n'aient pas à dépenser de l'argent pour les funérailles. Donc il a souscrit à une police d'assurance là-bas également qui va prendre en charge voilà, ses funérailles, ses obsèques, etc. Donc voilà le problème de la dame, parce qu'elle découvre qu'elle s'est mariée avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Elle a mal, d'autant plus que elle était mariée au monsieur et la part du monsieur pour la maison revient à ses enfants puisqu'il avait des héritiers. Et il faut que la maman des enfants commence à revendiquer la part de ses enfants parce que il faut payer comme la taxe dont je parlais. L'État le notaire leur a dit que l'État va demander la part sur chacun des enfants. Donc chacun des enfants devra payer une taxe sur la part qui lui revient. Et la dame, elle ne dispose pas de l'argent parce qu'elle pouvait même encore faire à ce qu'on fasse une estimation, qu'on évalue la maison, lui dire par exemple la maison vaut 200 000 euros et sur les 200 000 euros, elle a 100 000 euros et le monsieur a 100 000 euros. Et là, elle allait peut-être voir dans quelle mesure elle peut rembourser
Sauf que la maman des enfants dit non, elle ne veut pas attendre parce qu'elle dit qu'elle elle n'a pas d'argent pour que ses enfants puissent s'acquitter de la TVA, enfin de la taxe de l'État. Et elle est dans tous ses états. Parce que son projet, le projet de ses rêves, elle va devoir payer la maison hein, parce qu'elle va la vendre. Elle n'a pas d'épargne, elle n'a pas d'argent pour pouvoir rembourser la part de son feu mari aux enfants. Elle se rend compte qu'elle s'est mariée à un inconnu. Le monsieur, il n'a rien laissé à ses enfants, à elle. Pourtant, elle me dit que le monsieur considérait ses enfants comme ses propres enfants. Ses enfants l'appelaient papa. Et je lui ai demandé si ça se passait bien entre elle et les enfants du monsieur. Elle a dit oui. Alors je lui dis clairement, qu'est-ce qui a pu motiver ton mari à se comporter comme ça? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Pour le moment, je n'en sais pas plus, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je me rends compte en fait que beaucoup de personnes se marient pour des mauvaises raisons. J'en fais partie, c'est-à-dire qu'on se marie parfois sans véritablement se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on se marie, pourquoi est-ce qu'on choisit cette personne, est-ce que cette personne, est-ce que la vision de la personne converge avec la mienne. On se marie toujours, oui, c'est vraiment pour... je sais qu'on se marie tous pour des intérêts. Hein. D'ailleurs, si on ne se mariait pas pour des intérêts, ce serait très grave. Je prends un exemple. Je me marie avec un homme qui correspond à mes valeurs ou dont les valeurs correspondent avec les miennes en me disant qu'avec cet homme, je sais que j'aurai une certaine sécurité, je vais pouvoir avoir un bon papa pour bien élever mes enfants. Je sais qu'avec cet homme, par rapport à mes projets, je vais peut-être mieux évoluer. Il va m'accompagner dans ces projets ensemble. On va former une famille, je ne sais pas, solide, je ne sais pas, une famille harmonieuse, etc. Mais là, c'est en commun, c'est un projet commun. J'associe la personne à mes projets, il m'associe aux siennes et il y a nos enfants. Donc, ce qui fait qu'en fait, les intérêts sont communs. Mais quand on se marie dans une histoire où c'est la fille d'un ministre, si je l'épouse, je pourrais avoir un bon boulot. En fait, tu es vraiment dans le jeu. Je vais évoluer, je vais avoir un bon boulot, je vais pouvoir m'offrir de beaux vêtements, je vais pouvoir... Tu es dans le jeu. Très souvent, ce genre de choix, très souvent, ce genre de motivation est souvent désastreuse à la longue quand on se marie pour ce genre pour ce genre de raisons. J'en ai fait mes frais et beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit les femmes que j'accompagne, que ce soit les personnes autour de moi que je connais qui se retrouvent dans la même situation. C'est-à-dire qu'on se marie vraiment parce que soit on a une fille a conçu un homme qui a mis enceinte une femme. Il se dit ok, c'est la mère de mon enfant. C'est toujours des trucs, on ne prend vraiment pas le temps de mûrir le projet. Et donc moi, le message que j'ai envie de porter aujourd'hui à une femme, pour celles qui sont encore jeunes, prenez le temps vraiment, on ne le dira jamais assez, le choix du conjoint est très important. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Moi, j'ai eu la chance que je l'ai fait vraiment dans l'ignorance, je l'ai fait quand j'étais dans mes moments de vadrouille loin du Seigneur, j'ai fait énormément de mauvais choix. Et par la grâce de Dieu, j'ai su me ressaisir et je suis vraiment en train d'essayer de colmater les brèches, comme on dit. Mais ce n'est pas du tout facile. Donc le message que je viens de dire à une femme, c'est vraiment de prendre le temps de choisir la bonne personne. C'est très important. Tu vas me dire que oui, mais les gens changent, les gens font ceci. Oui, les gens changent, c'est vrai. Mais sauf qu'au moins, tu auras le mérite d'avoir fait le bon choix. Parce que quand tu te retrouves dans une histoire où tu n'as pas eu le temps de faire le bon choix, où tu t'es précipité, où tu avais tes calculs, tu étais dans l'individualité ou dans l'individualisme, je ne sais pas si ça se dit, tant pis. Mais tu es vraiment dans une histoire de c'est moi, c'est le soi, tu ne penses pas à l'autre, il y aura des conséquences. Donc voilà, la dame, elle se sent trahie, elle se sent blessée, et même sa maison, elle va la perdre, donc elle va devoir recommencer à zéro. L'avantage dans cette histoire, c'est que si elle revend la maison, bah, elle aura quand même un apport qui va lui permettre de réinvestir pour acheter une nouvelle maison. Bon, ça l'embête parce qu'elle n'est plus toute jeune, elle a voisine 50 ans et elle se dit que voilà, ça fait 7 ans qu'elle rembourse le prêt et elle se disait que voilà, c'était un prêt sur 15 ans, donc elle se disait voilà, elle n'était plus très, enfin, elle commençait déjà à approcher le but du tunnel, mais là, elle va devoir tout recommencer à zéro. Et elle vivait avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Moi, je ne comprends pas quand tu découvres après après le décès de ton mari que plus de la moitié de sa pension en retraite, parce que le monsieur était parti en retraite, même avant qu'il ne parte en retraite, plus de la moitié de ses revenus servaient à payer ces assurances-là, puisque c'était une personne qui était malade. Donc,
Quand vous partez souscrire à une police d'assurance, l'assureur va vérifier tout ça, il va tenir compte de l'âge, il va tenir compte de vos antécédents de santé et c'est en fonction de ça qu'il va faire un calcul pour vous fixer un taux. Donc, ce qui fait que souscrire une assurance pour 3 enfants, pour qu'ils aient chacun 150 000 euros, pour que la maman ait 200 000 euros, souscrire à une assurance pour qu'on prenne en charge vos obsèques, si ça coûte cher, surtout quand vous n'avez pas 20 ans. Le monsieur avait plus de 60 ans. Donc, alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'est retrouvée dans une histoire où, comme il est vieux, j'abuse de lui, peut-être qu'elle lui parlait n'importe comment, j'en sais rien, et peut-être c'est ce qui a poussé le monsieur à se dire qu'ok, moi je vais préserver mes intérêts, je vais sauver mes arrières. Quand je ne serai plus là, tu vas te retrouver dans des problèmes, je n'en sais rien. Mais ce que je vais à dire à une femme, quand vous vous mariez, arrêtez toujours de faire des calculs en ne pensant qu'à vous, parce que ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très très cher, vraiment. Faites, au lieu de faire des calculs, pensez à l'intérêt commun du couple. Si je me marie avec cet homme, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Qu'est-ce qu'il va apporter à mes enfants? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Qu'est-ce que moi je vais apporter à mes enfants? Et est-ce que c'est normal qu'une femme soit mariée avec un homme et qu'elle ne sache même pas, c'est-à-dire la gestion de l'argent du couple? C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est les calculs, parce qu'elle, peut-être qu'elle s'est dit, parce que je lui ai demandé que, mais si tu pouvais financer ta maison, c'est-à-dire tu as pu financer l'apport personnel et les frais de notaire et les autres frais de constitution du dossier à la banque, si tu as pu financer ça toute seule, ça veut dire que tu avais la possibilité d'acheter ta maison toute seule. Mais elle m'a dit que oui, mais mon salaire ne pouvait pas me permettre d'acheter cette maison. Il fallait qu'on soit à deux. Donc, à eux deux, ils avaient un peu plus de 5 000 euros. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec cet homme? Parce qu'elle a vu en lui qu'il allait lui permettre de s'acheter sa maison. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que c'était ça. Parce qu'un homme qui se retrouve en train de faire ça, qui prend des décisions aussi radicales, il y a certainement quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'elle a commencé à lui dire des trucs du genre, la maison est à moi et à mes enfants, machin. Peut-être que ça ne se passait pas bien entre les enfants du monsieur et elle. Quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose. J'en saurai plus, bien sûr, si elle me le dit, parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent et quand je commence à leur poser des questions embarrassantes, parce que moi, je ne suis pas là pour caresser les gens au sens du poil, je ne suis pas là pour encourager les gens à verser dans la victimisation, c'est toujours la faute des autres, ce n'est jamais de notre faute. Moi, je ne suis pas là pour ça. Et donc, très souvent, quand je commence à poser des questions un peu... Désolée, j'ai dû interrompre la vidéo parce qu'il y a une de mes salariées qui m'appelait avec insistance et il fallait absolument que je lui réponde. Elle avait besoin d'une précision assez rapidement. Donc je disais que il y a des personnes qui me contactent et quand je leur pose des questions embarrassantes, ça ne lui plaît pas et puis elles ne reviennent pas parce que je suis pas là pour dire à une femme que ouais, tu es une pauvre victime, oui, ton mari n'était pas sérieux, il était un salaud, il était... Je suis vraiment, quand je dis accompagnement, je me base sur mon propre vécu et si moi j'ai pu trouver des solutions, si j'ai pu me relever, c'est parce que j'ai su pointer du doigt ma part de responsabilité sur ce qui m'est arrivé. Et ce n'est que comme ça qu'on parvient à résoudre les problèmes, parce qu'on apprend de ses erreurs. Le terme apprendre de ses erreurs, c'est que face à une situation, tu te dis, ok, ici, j'ai fauté, ici, j'ai une part de responsabilité, et non de toujours dire, oui, c'est de la faute de l'autre si j'ai trébuché. Dans ma langue, on dit, ne regarde pas où tu es tombé, regarde où tu as glissé. Et j'aime beaucoup cette expression, d'ailleurs, j'aime bien l'employer. Donc c'est très très important. Quand un homme en arrive là, il s'est certainement passé quelque chose. Il a pris le temps de bien préparer. Il pouvait même souscrire à une police d'assurance pour les deux enfants de la dame, puisqu'elle me dit que ça se passait bien. Ça se passait bien entre ses enfants et lui, que ses enfants l'appelaient papa. Donc qu'est-ce qui a pu motiver cet homme à agir de la sorte? Au point où de ne rien lui laisser, il a laissé un testament bien clair. Je ne sais pas. Et je voulais aussi dire aux femmes, je l'ai fait moi aussi, je me suis mariée dans la précipitation, je me suis mariée sans vraiment prendre le temps de mûrir le projet. Je me suis mariée pour de très mauvaises raisons, parce que moi je voulais me venger des hommes après une déception sortant d'une relation qui a duré 6 ans. C'était avec mon premier petit ami. Et donc, je me suis dit, ok, je vais me venger des hommes. Et c'est comme ça que je rencontre mon binôme. Dans la dynamique de oui, je vais me venger des hommes. Quelques mois après, on était mariés, machin, et la suite, jusqu'à ce que je me retrouve dans une vie de couple où c'était chaotique. Donc, quand j'ai commencé quand j'ai décidé d'aller changer, d'aller trouver des solutions, j'apprends énormément de choses et c'est pour ça que j'encourage les femmes non seulement
à utiliser la sagesse que Dieu leur a donnée, mais aussi d'aller apprendre. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je regarde des documentaires, des conférences. J'apprends énormément. Par exemple, ce matin, j'ai écouté une vidéo sur les 5 choses qu'un entrepreneur doit faire pour réussir dans son projet entrepreneurial. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que j'apprenne une nouvelle chose. Donc moi, dans ma quête de changement, par exemple, je suis allée rencontrer un notaire pour lui poser des questions, pour lui demander, ok, maintenant que je suis mariée, il n'y a pas eu de contrat de mariage, il n'y a pas eu, on est marié sous le régime des biens communs. Dites-moi clairement quelles sont les conséquences. Dites-moi clairement quels sont les avantages et les inconvénients de ce mariage. Je voulais savoir. Alors, une femme comme celle-là, elle vit avec un homme. Moi, je suis sûre que c'était du genre, le monsieur faisait sa vie de son côté. Elle aussi, elle faisait sa vie de son côté. De toute façon, elle a des revenus. Donc, ces revenus lui permettaient de rembourser le crédit bancaire et de vivre. Donc, limite, même si le monsieur ne participait pas aux charges, elle s'en foutait. Sauf que là, ça, c'est pas le mariage. Tu vis pas avec un homme et tu sais pas ce qu'il fait de son argent. Et pour découvrir après son décès que plus de la moitié d'abord de ses revenus quand il travaillait encore et plus tard quand il a pris sa retraite, plus de la moitié de sa pension retraite partait pour rembourser euh, les différentes polices d'assurance qu'il avait souscrites en faveur de ses enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on est marié, de manière sérieuse, quand on est marié, vraiment le vrai mariage, on va dire, quand on converge, quand un mariage converge, quand des époux convergent, il ne peut pas y avoir ce genre de choses parce que l'un et l'autre sait. Parce qu'en fait, c'est l'argent du couple. Mon argent et l'argent de mon binôme ou l'argent de mon mari ou l'argent de mon épouse ou l'argent de mon époux, c'est pour nous. C'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun sait combien l'un et l'autre perçoit par mois, quels sont le montant des revenus de chacun. Et ça fait que, en fonction des charges, on définit combien chacun doit donner à la hauteur de ses revenus. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois pouvoir savoir combien ton mari perçoit. Et même s'il dépense des frais, parce que le monsieur lui disait régulièrement qu'il paye pour des examens, machin truc, elle avait la possibilité de le savoir, puisque elle était censée accompagner son mari pour faire des examens, pour passer des examens, pour acheter des médicaments, etc. Donc elle devait, une bonne épouse, normalement, a une vue sur les différentes dépenses de son mari. Par exemple, je sais que mon mari a dépensé ci, mon mari a dépensé ça. Et l'époux aussi doit savoir exactement ce que son épouse fait de son argent. Mais quand on se retrouve dans une histoire où c'est des calculs, c'est chacun, en fait on est marié, mais en fait c'est juste pour payer pour s'entraider, pour payer. En fait on est comme des locataires, hein, des colocataires. Bon, on s'entraide pour payer le loyer, on s'entraide pour payer les factures. Après chacun fait sa vie de son côté, chacun est dans ses projets individuels. Ça, ce n'est pas le mariage. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure. Énormément de personnes. Énormément de personnes. Moi, par exemple, je n'envisage même pas le mariage comme ça. Soit tu me dis tout, soit tu ne me dis rien. Je ne vois pas comment est-ce que l'homme avec lequel je partage ma vie, qui est le père de mes enfants, je ne vois pas comment est-ce que je ne vais pas partager tout avec lui. Bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc, je pense qu'elle, elle était dans une histoire où j'aimais déjà mes enfants, le monsieur a déjà ses enfants. Bon, on est ensemble, je ne sais pas trop, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient ensemble. Je vais lui poser des questions, mais tout porte à croire que ce n'était pas un mariage ça. Et de nombreuses personnes sont dans ce cas de figure. De nombreuses personnes. Où on est là comme ça, on se soutient, voilà. Mais tu vas voir qu'à côté, la femme est dans ses tontines, le mari aussi est dans ses tontines. Le mari, il a ses projets au pays, la femme aussi a ses projets au pays. C'est pas un mariage ça. Et c'est normal que quand l'un des deux décède ou même lors du divorce, qu'on découvre ce genre de choses. Donc, ben, c'est difficile pour elle. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider sur le plan juridique. Malheureusement, je ne peux pas, je n'ai pas des compétences pour ça. Et je n'ai pas encore des contacts juristes, avocats, machin, procureurs et autres. Donc, le seul soutien que je puisse lui apporter, c'est vraiment le soutien moral, c'est le soutien psychologique, parler avec elle, l'accompagner dans cette épreuve qui est quand même, c'est une double épreuve, hein, le fait de découvrir qu'elle vivait avec un inconnu et aussi, elle a quand même perdu son époux. Donc, c'est compliqué pour elle. C'est vraiment la seule chose que je puisse faire pour elle. Donc, vous, mesdames,
il n'est pas encore trop tard. Allez voir les notaires, posez-leur les questions. Vous qui êtes mariés dans des histoires de famille recomposées, autres, chacun vient avec ses enfants. Vous qui êtes mariés avec des hommes qui ont des CV longs comme des bras, avec des enfants, avec une panoplie de femmes, allez voir le notaire pour qu'il vous dise ce que vous pouvez faire. Il est encore possible que vous puissiez signer des contrats de mariage pour essayer de sauver les choses, parce que sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vos enfants n'auront que leurs yeux pour pleurer, et malheureusement, vous allez encore vous ajouter à la liste des dames qui pleurent tous les jours parce qu'elles ont été escroquées, abusées, grugées, machin, exploitées, et tout ce qui va avec. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Merci pour tous ceux-là qui m'encouragent dans ce projet qui est en train de prendre forme, qui est en train de se concrétiser. J'ai toujours voulu être aux côtés des faibles, aux côtés des vulnérables, et c'est en train de se réaliser. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.